On connaît tous cette petite sueur froide, hein, ce moment où le téléphone affiche la notification fatidique, espace de stockage presque saturé. On a des milliers de photos, toute une vie en pixels, mais c'est devenu une source d'angoisse. C'est ça. L'angoisse de perdre son téléphone, de le faire tomber dans l'eau. Ou simplement de ne plus avoir de place pour la photo suivante. C'est exactement ce problème qu'on va attaquer aujourd'hui en se penchant sur la solution que des milliards de gens utilisent, Google Photos. L'idée, c'est pas juste de lister des fonctionnalités, on veut vraiment comprendre comment ça marche, ce que ça change dans notre rapport à nos souvenirs, et puis, Quels sont les pièges à éviter? exactement, on cherche à savoir si c'est la solution miracle pour gérer et sécuriser nos photos. Et pour en parler, on a une source en or, un guide ultra détaillé qui a vraiment fait le tour de la question, des bases jusqu'aux toutes dernières nouveautés. Parfait, Ça va nous permettre d'avoir une vision complète et de voir ce que l'outil a vraiment dans le ventre. super. Alors, pour commencer simple, Google Photos, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un service qui stocke et qui organise nos photos et nos vidéos. C'est le successeur du bon vieux Picasa, si je me souviens bien. Ça date de 2015. C'est ça. Et on peut y accéder via une appli sur smartphone, Android ou iOS, ou alors sur n'importe quel ordinateur avec un navigateur web. D'accord. Alors là, attention, il y a un point super important qui a tout changé. Ah oui? Au début, c'était le rêve, stockage gratuit et illimité. Mais depuis juin 2021, la fête est finie. Chaque photo, même compressée, est décomptée des 15 gigaoctets de stockage offerts avec chaque compte Google. Ah oui, et le vrai piège, c'est que ces 15 gigas sont partagés avec Gmail et Google Drive. Voilà, c'est ça le point crucial. Si la boîte mail est pleine de pièces jointes, il ne reste plus grand-chose pour les photos. Donc, le rêve du cloud infini et gratuit est bien terminé. On a résolu le problème de la perte du téléphone, mais Google en a créé un nouveau. L'anxiété de la barre de stockage qui se remplit. C'est le nouveau espace de stockage presque saturé, mais version club. C'est exactement ça. Et pour avoir plus d'espace, il faut sortir la carte bleue et s'abonner à Google One. Bien sûr. Mais pour faire passer la pilule, Google mise tout sur son assistant. Mhm. C'est une intelligence artificielle qui travaille en arrière-plan, qui crée des albums de vacances toute seule, qui propose des retouches et qui fait remonter des souvenirs d'il y a 1, 2 ou 10 ans. D'accord, donc on a ce deal, un stockage limité, mais une intelligence qui rend nos photos plus vivantes. Voyons la promesse de base alors. Le cœur du réacteur, la sécurité. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? C'est la tranquillité d'esprit absolue. Le mécanisme de base, c'est la sauvegarde automatique. La synchron. La synchronisation, oui. Dès qu'on prend une photo et que le téléphone est en Wi-Fi, hop, elle est envoyée sur les serveurs de Google. Et une fois qu'elle est là-haut, Une fois qu'elle est là-haut, le téléphone peut tomber en panne, être volé, peu importe, la photo est en sécurité. Et elle devient accessible instantanément sur tous les autres appareils. et voilà la première réponse à l'angoisse de départ. Le souvenir est dissocié de l'objet physique. C'est fou quand on y pense. Complètement. On peut prendre une photo à Tokyo et avant même d'atterrir à Paris, la famille peut la voir sur leur télé. La distance, les appareils, ce ne sont plus des barrières. Exactement. Et un petit truc tout bête, mais que la source mentionne, pour être sûr que la sauvegarde est bien finie, il suffit de cliquer sur sa photo de profil dans l'appli. Ah oui. Oui, ça affiche clairement sauvegarde terminée ou le nombre de photos qu'il reste. C'est simple, mais ça évite de supprimer les photos de son téléphone trop tôt. C'est une bonne astuce. Bon, alors mettons-nous à la place de quelqu'un qui se lance. On télécharge l'appli, on se connecte. J'imagine qu'il y a des réglages importants à faire dès le départ. Il y en a deux qui sont absolument cruciaux. Le premier, c'est la qualité de la sauvegarde. D'accord. Google propose deux options, économiseur d'espace ou qualité d'origine. Quelle est la différence? L'économiseur compresse un peu les images à 16 mégapixels. Pour être clair, c'est largement suffisant pour faire des impressions de super qualité jusqu'à 40 x 60 cm. Ah oui, quand même. L'option qualité d'origine, elle, ne touche à rien. Elle sauvegarde le fichier tel quel. Attends, ça veut dire que si on ne fait pas attention et qu'on laisse le réglage par défaut sur qualité d'origine, les 15 gigas gratuits peuvent être saturés en quelques mois. C'est tout à fait ça. C'est un peu un piège pour pousser vers l'abonnement payant, non? On peut le voir comme ça, oui. L'impact est énorme. Une photo en qualité originale peut peser 3 ou 4 fois plus lourd. Donc, le choix dépend de l'usage. Voilà. Pour 99% des gens, économiseur d'espace est le compromis parfait. Et le deuxième choix, c'est la connexion. Par défaut, ça ne sauvegarde qu'en Wi-Fi. Ce qui est prudent. Très prudent. Mais on peut autoriser l'utilisation des données mobiles. Ça, c'est le réglage dangereux. Je me suis déjà fait avoir en voyage à l'étranger. Ah. Tu rentres à l'hôtel, tu vois la facture de roaming et tu comprends que tes 200 photos de la journée ont mangé tout ton forfait. Voilà. C'est pratique pour avoir une sauvegarde immédiate, mais il faut savoir ce qu'on fait. Clairement.
Et un dernier point sur la sauvegarde, il faut aller fouiller dans les paramètres pour activer la sauvegarde des dossiers d'autres applis, comme WhatsApp ou les captures d'écran. Ce qui est à la fois une bénédiction, enfin toutes les images au même endroit, et une malédiction. Ah ah, oui. Parce que ça veut dire que tous les mèmes sans intérêt reçus sur WhatsApp vont aussi grignoter nos précieux 15 gigas. Exactement. Il faut faire un tri et ne choisir que les dossiers importants. Ok. Une fois que tout est paramétré, on se retrouve face à l'interface. Elle est réputée pour être très simple. Très clair, oui. En haut, on a les souvenirs, et en dessous, juste le grand fleuve chronologique de nos photos. On se demande où est la puissance du truc. La puissance est cachée, mais elle est redoutable. Et elle se trouve principalement dans l'onglet Recherche. Ah, C'est là qu'est la vraie magie de Google Photos. Ça change complètement notre rapport à nos propres souvenirs. Avant, il fallait se souvenir de la date, du contexte. de l'album dans lequel on l'avait rangé? Voilà. Maintenant, on peut littéralement interroger notre propre vie. C'est-à-dire? Tu peux taper des mots-clés comme plage, coucher de soleil, gâteau d'anniversaire, et il retrouve tout. Mais ça va plus loin. Tu peux chercher par lieu, par personne. C'est la reconnaissance faciale. Si on l'a activé, oui, c'est moins un album photo qu'une base de données de notre propre existence. C'est la fonctionnalité qui me bluffe le plus. L'autre jour, pour une blague, j'ai tapé « chat qui dort ». Et Et il m'a retrouvé une photo de mon chat d'il y a 7 ans que j'avais complètement oubliée. C'est presque de la sorcellerie. c'est de l'intelligence artificielle appliquée à l'intime. Il y a même une carte du monde interactive où tu peux voir des points chauds qui correspondent à tes voyages. C'est technologiquement incroyable, mais ça fait un peu froid dans le dos, non? C'est la grande question. Savoir que les algos de Google ont analysé et étiqueté chaque visage de mes amis, chaque lieu, chaque objet, où est la limite entre le service hyper pratique et la surveillance invasive? La position de Google, c'est que cette analyse est faite pour le bénéfice de l'utilisateur. Mais il est clair que pour offrir ce niveau de magie, il faut accepter que des algorithmes scannent le contenu de nos vies. C'est un pacte de confiance. C'est un pacte, oui. Et chaque utilisateur place le curseur où il le souhaite, notamment en activant ou non la reconnaissance faciale. De contrôle bien pratique pour retrouver tous les albums partagés. D'accord. Et enfin, bibliothèque, où on retrouve ses favoris, la corbeille, mais surtout la partie album, là où on peut créer sa propre organisation manuelle. Pour ceux qui aiment encore ranger leurs photos à l'ancienne. Un peu l'humain qui tente de reprendre le contrôle sur la machine. Donc on a cette bibliothèque immense, super organisée par une IA, mais une collection de souvenirs, ça prend vie quand on la partage. Et c'est souvent un cauchemar logistique. Ah, ça oui. Créer un album de vacances commun où tout le monde peut ajouter ses photos sans s'envoyer 50 liens WeTransfer. C'est le Graal. Et là-dessus, Google Photos s'en sort très bien. Comment ça marchait? C'est l'autre grande force du service. On sélectionne une ou plusieurs photos, on génère un lien. Et n'importe qui avec ce lien peut voir les photos. Mais le côté collaboratif? C'est là que ça devient intéressant. Si on invite des gens avec leur compte Google, on peut les autoriser à ajouter leurs propres photos à l'album. Ah d'accord. Pense au dernier mariage ou au dernier week-end entre amis. Au lieu d'avoir 10 personnes qui envoient des photos au compte-gouttes sur WhatsApp en mauvaise qualité, On crée un seul album partagé. voilà. Tout le monde y ajoute ses pépites et à la fin, on a une visio complète de l'événement, sous tous les angles. Ça change tout. D'accord, l'outil est puissant. Mais est-ce qu'il évolue encore ou est-ce qu'il est un peu figé? Ah non, il évolue constamment. Le guide qu'on a consulté liste une série de mises à jour qui montrent que Google investit dessus. Par exemple, En avril 2021, ils ont ajouté la possibilité de modifier les albums même quand on est hors ligne. Pratique pour les voyageurs. pas mal. Et côté sécurité? Justement, en décembre 2021, ils ont ajouté un dossier sécurisé, protégé par empreinte digitale ou code. Ah, j'en parlais tout à l'heure. C'est une reconnaissance que nos photothèques ne contiennent pas que des photos de vacances, mais aussi des documents sensibles, des scans de passeport. Des choses qu'on veut garder à l'abri des regards. Exactement. Et la fameuse recherche, ils ont continué de l'améliorer. Carrément. En avril 2023, ils ont lancé un nouveau moteur qui comprend le langage naturel. C'est-à-dire? Là, on passe un cap. On peut taper des phrases complexes comme « coucher de soleil orange sur la plage » ou « Marie et Paul qui mangent une pizza ». Ah oui, ce n'est plus de la recherche par mots-clés. C'est une conversation avec ses souvenirs. Et la dernière nouveauté, qui date de juillet 2024, est peut-être la plus surprenante de toutes. Je t'écoute. Ils ont rendu possible le transfert complet et direct de toute sa bibliothèque Google Photos vers iCloud Photos. Le concurrent d'Apple? Le concurrent direct, c'est fait via leur outil Google Takeout, mais c'est une passerelle directe. Alors ça, c'est inattendu. Bon, si on fait le bilan, Google Photos est un outil bluffant de puissance.
Il résout l'angoisse de perdre ses photos avec une sauvegarde simple, un accès partout. Mhm. Sa recherche intelligente est presque magique, même si elle pose des questions sur la vie privée. Mais tout ça se heurte aujourd'hui au mur des 15 gigas gratuits. Ce qui transforme vite l'outil en un service payant. C'est une excellente synthèse. Et du coup, Et pour moi, cette mise à jour de juillet 2024 qui permet de migrer vers iCloud est la plus importante. pourquoi? Pas pour sa fonction, mais pour ce qu'elle symbolise. Si on prend un peu de recul, le fait qu'un géant comme Google facilite activement le transfert de toutes les données d'un utilisateur vers son plus grand rival, un signal très fort en faveur de la portabilité des données. C'est une reconnaissance que ces photos, ces souvenirs nous appartiennent vraiment et qu'on doit pouvoir les déplacer librement. Sans être prisonnier d'un écosystème. Précisément. C'est vrai que ça change la perspective. Ça rend l'adoption du service peut-être un peu moins angoissante en se disant qu'il y a une porte de sortie. Exactement. Et ça nous laisse avec une question de fond pour prolonger la réflexion. Hmm, Dans un monde où nos vies numériques, nos souvenirs les plus intimes sont hébergés par une poignée de plateformes, d'accord. quelle valeur accorde-t-on à cette liberté de pouvoir déplacer facilement nos souvenirs d'un service à un autre? Est-ce que la commodité absolue d'un écosystème parfaitement intégré Oui. l'emporte sur le risque, à terme, d'y devenir captif? C'est ça. C'est une réflexion qui va bien au-delà de la simple gestion de photos.